Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode, de ce podcast, yoga et cetera. Je suis Chloé, je suis votre hôte et je suis très contente d'enregistrer ce deuxième épisode. Je suis peut-être un petit peu plus stressée que lors du premier que j'avais enregistré un petit peu comme ça et depuis, il a été écouté par des vrais gens. C'était un peu impressionnant, mais bon, j'ai eu que des super retours parce que pour l'instant, c'est des personnes, amies, qui l'ont écouté donc il y a pas de problème, voilà, il y a beaucoup de bienveillance. Mais voilà, deuxième épisode, un petit stress, pour être honnête. Mais je suis super contente de continuer. Donc pour, rappel, le but de ce podcast, donc c'est, comme son nom l'indique, de parler de yoga, mais pas seulement. De tous les sujets qui entourent, le yoga et il y a beaucoup de choses, donc ça peut être bien sûr la dimension physique, la dimension mentale, éthique, spirituelle, culturelle, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Donc dans cet épisode qui, est le premier vrai épisode puisque, la semaine dernière c'était un épisode un peu test, je vais, mettre en place un petit peu, le squelette de ce podcast, ce à quoi j'aimerais, on va dire le déroulé que j'aimerais mettre en place à peu près à chaque, épisode. Donc la première chose que je voudrais faire, essayer de m'y tenir, ce serait, de parler de quelque chose, d'un documentaire, d'un truc culturel qui m'a intéressée récemment. C'est une idée que je pique totalement à d'autres podcasts, que j'aime beaucoup, notamment, le Floodcast par exemple, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Voilà, ils font ça en fait à chaque début d'épisode, de parler un petit peu de ce qui les a marqués récemment, au niveau culturel. Moi je vais essayer de donner à chaque fois quelque chose, qui éveille, un sujet important, voilà, qui m'a vraiment marqué quoi, qui au niveau, voilà dans le monde, faut un sujet un peu informatif, enfin voilà. Essayer de trouver vraiment quelque chose de marquant. Et puis à la fois un truc qui réconforte quoi. Donc un côté peut-être un petit peu plus, badant, un peu, voilà, un peu l'actualité qui peut être parfois lourde et un sujet un peu plus réconfortant, un peu plus, pour remonter le moral après après ça quoi. Donc le premier truc, important, de cette semaine, c'est une conférence que j'ai trouvée sur internet qui s'appelle «Le végétarisme a-t-il un problème?» Avec, notamment, quelqu'un que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux, dernièrement, c'est, Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien français, qui est notamment intervenu dans plusieurs, à plusieurs endroits parce qu'il a été en fait, créateur d'un appel, diffusé dans le monde pour, voilà, encore une fois, le climat, essayer de sauver un peu la planète. Et donc voilà, il y a eu une petite médiatisation autour de lui et on a pu voir passer pas mal de vidéos où il intervient souvent assez, brillamment et donc il a été invité dans cette conférence, donc «Le végétarisme a-t-il un problème?» Il en fait l'introduction en fait et en fait voilà, c'est 15 minutes, d'intervention, d'Aurélien Barraud qui sont, absolument brillantes, où il résume en très peu de temps, voilà, le végétarisme, pourquoi en fait, c'est important, pourquoi ça peut quand même participer, contribuer à nous sauver la mise, voilà, il explique, heu, le poids, de la consommation de viande, dans le monde, au niveau éthique, au niveau, écologique et cetera. C'est un très, très bon résumé, de cette thématique et bon, je ne vais pas en raconter plus quoi, mais si vous voulez savoir ce qu'est le carnophallologocentrisme par exemple, voilà, je vous invite à aller l'écouter, il vous l'expliquera, bien mieux que moi. Et puis vraiment, enfin, c'est quelqu'un de brillant encore une fois, donc ça fait toujours du bien au cerveau d'entendre quelqu'un, parler aussi bien, quoi. Je trouve qu'on a de moins en moins l'occasion d'entendre, des voix, aussi intelligentes, et c'est voilà, c'est un vrai bonheur. Voilà, après il y a 2 autres invités, dont un monsieur qui a écrit un livre sur un peu, l'histoire, du végétarisme en fait, la manière dont les végétariens ont été traités à travers le temps, parce qu'en fait c'est pas du tout nouveau, hein. À la fois le végétarisme et puis la manière qu'on a de peut-être, voilà, mettre un peu de côté les végétariens, se moquer un peu d'eux, le fameux argument de la carotte, le cri de la carotte, c'est pas du tout, nouveau. Donc cet historien, enfin non, c'est pas un historien, mais cet écrivain qui a raconté, voilà, cet historique un peu du végétarisme, c'était très intéressant. Et puis l'autre intervenant, c'est un médecin, bon, qui refait un peu un bilan en quoi le végétarisme finalement c'est pas, dangereux pour la santé, bien au contraire, voilà, il raconte rien de bien nouveau ce monsieur finalement, mais c'est quand même, pas mal fait et ça rappelle, l'essentiel.
Donc voilà, pour le truc un peu, culturel, important de la semaine que j'avais envie de mettre en avant et puis, donc la deuxième partie, c'est le truc qui réconforte de la semaine. Là, je voulais en donner 2 parce que c'est très rapide. Je suis allée à une expo il y a pas longtemps d'une photographe, qui s'appelle Véronique Elena, heu et qui en fait, là, c'était une rétrospective sur, certaines de ses séries de photos, dont une en fait, où elle s'était intéressée, dans les années 90 à la vie quotidienne des gens en fait. Donc c'est vraiment des scènes, très, très simples de la vie quotidienne des gens à l'époque, dans les supermarchés, à la maison, enfin dans des tas de situations très courantes. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que, ben, personnellement, j'ai été enfant dans les années 90, donc revoir des photos qui datent de cette époque, c'est assez génial, quoi, parce qu'il y a vraiment, voilà, les looks, enfin les habits, des gens à l'époque, leur coupe de cheveux, voilà, les produits dans les magasins. Enfin, il y a une ambiance vraiment très, très, années 90 qui est super sympa. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette, photographe, découvrir cette photographe. Et puis le deuxième truc vraiment chouette que j'ai vu là, c'est le film Irindina, le cri de la génération climat, qui est en fait, un documentaire sur, le Tour Alternatiba qui avait lieu en 2015 et qui a recommencé cette année. Donc, Alternatiba, très rapidement, c'est un collectif qui s'était monté donc en 2015, à l'occasion, en fait l'année précédant, la COP 21, enfin l'année de la COP 21. Et donc en gros, ils avaient fait un tour de France en vélo, pour aller rencontrer un peu toutes les personnes qui présentent des alternatives, pour, sauver la planète en gros. Et donc voilà, il y avait eu vraiment un tour de France pendant quelques semaines et ils avaient terminé à Paris et ça avait pas mal, voilà, on avait pas mal entendu parler d'eux. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et donc ce film, voilà, décrit, le parcours un peu de ces personnes, la mobilisation et cetera. C'est un film un peu, «feel good» entre guillemets, dans le sens où, on voit vraiment que, voilà, ils se battent très, très fort pour leurs idées et qu'en ayant beaucoup de motivation et d'implication, ils arrivent à mobiliser, pas mal autour d'eux et là, du coup, à l'occasion de leur deuxième tour en 2018, voilà, il y a eu ce film et donc il sort en fait le 8 novembre, en salle. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir en fait, à la MAP, du coin, là où j'habite, oui, ils avaient le DVD en avance, donc c'est sympa. Je sais qu'ils passent pas partout, faut aller sur le site, je vous mettrai les liens en fait, dans la description du podcast, vers un peu tout ce dont je parle. À la fois la vidéo sur la conférence, la photographe dont je vous ai parlé et ce film pour que vous puissiez aller voir, voilà, si notamment le film passe pas loin de chez vous, vous puissiez aller le voir. Voilà, c'était la petite, intro de ce podcast, j'espère pouvoir le refaire à chaque fois, si j'ai des bonnes idées, sinon c'est pas grave. Et donc on va passer au thème de la semaine, qui est l'alimentation yogique. Alors ce sera une introduction parce que c'est un sujet énorme, je sais pas ce qui m'a pris de choisir ce thème, c'est vraiment ambitieux, j'ai beaucoup bossé pour cet épisode, donc l'effet sympa c'est que j'ai bien révisé, la thématique, en ressortant un peu tous mes cours, mon manuel, de professeur, enfin de la formation de professeur, et je me suis souvenue à quel point ce sujet était riche. Mais voilà, du coup, comme, enfin, c'était en lien avec, la conférence, dont je vous ai parlé sur le végétarisme, puisque, bah, l'alimentation yogique est une alimentation, végétarienne, lacto-végétarienne pour être, plus précis, donc je détaillerai un petit peu après, pourquoi et les implications. Donc je vous mettrai pareil, dans la description les livres, que j'ai ressortis pour ce podcast, dont un en particulier dont je parle dès maintenant, mais, c'est, les recettes ayurvédiques faciles de Janet Gomez. Qui est vraiment un petit bouquin très très bien, je pense, pour commencer à cuisiner végétarien et ayurvédique, parce que voilà, c'est un petit livre très très basique qui n'impressionne pas, quoi, parce que des fois les livres de cuisine, c'est voilà, c'est très joli, il y a de belles photos, mais on se dit qu'on n'arrivera jamais à refaire les recettes. Et là, voilà, c'est très simple, il y a des très très bons conseils pour commencer, c'est vraiment pour les débutants, donc voilà, ce livre-là, je vous le conseille. Euh, alors, pour commencer, avant de parler vraiment du sujet de l'alimentation, je voulais faire un petit rappel. Donc les 5 principes du yoga dont j'ai parlé la dernière fois, on peut reprendre les 5 principes et les comparer en fait, enfin il y a une comparaison qui avait été faite par,
Swami Vishnudevananda, je crois, ça devait être lui normalement, qui en fait comparait le corps à un véhicule. Donc, et on imagine que notre corps, c'est notre véhicule, le véhicule de notre âme. On a ce corps pour la durée de notre vie et il faut essayer de voilà, l'entretenir du mieux qu'on peut. Et on peut comparer les 5 piliers du yoga avec certains éléments dans la voiture. Donc, si on parle des postures, par exemple, c'est en fait la lubrification, enfin voilà, les fluides lubrificateurs qu'il y a dans les voitures, parce que voilà, les postures aident à maintenir voilà, les articulations en bonne santé, d'avoir une souplesse, etc. L'autre point, c'est la respiration, qui est en fait la batterie. Enfin, par la respiration, on se connecte à la batterie du corps, qui est voilà, située au niveau du plexus solaire. Ensuite, la relaxation, c'est en fait notre système de refroidissement. Voilà, quand on se relaxe, on va vraiment permettre au corps d'assimiler un petit peu l'effort qu'on vient de faire, d'assimiler l'énergie. Ensuite, l'alimentation, donc, qui est notre essence finalement, c'est notre carburant. Et la pensée positive et la méditation, en fait, ça représente le conducteur responsable qui est derrière le volant. Donc voilà, c'était la petite comparaison qu'on fait toujours, qu'on fait régulièrement dans les cours à l'ashram, enfin, qu'on utilise souvent pour nous rappeler voilà, la correspondance avec les principes du yoga et à quoi ça sert concrètement. Donc pour revenir à notre sujet de l'alimentation yogique, donc elle est dite lacto-végétarienne. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, ah bah oui, c'est logique, en Inde, oui, les gens sont végétariens, donc ça n'a rien de bien nouveau. Alors, en Inde, il y a effectivement un grand respect pour certains animaux, mais pas tous, quoi. On mange du poulet en Inde. Voilà, les vaches sont très respectées, effectivement. Enfin, ouais, il y a un rapport différent à certains animaux que nous, mais c'est pas un végétarisme total, entre guillemets. Les yogis vont un petit peu plus loin quand même que juste s'inscrire dans la culture indienne traditionnelle. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que Gandhi, à la base, n'était pas spécialement végétarien et que c'est lorsqu'il a fait ses études en Angleterre qu'il a été en contact avec la Vegetarian Society, donc la société des végétariens, et que là, ça lui a un peu ouvert les yeux sur effectivement, il faut aller un petit peu plus loin dans le respect des animaux, etc. Donc, petite anecdote sur Gandhi. Alors, petit avertissement encore une fois, je voulais simplement dire, l'alimentation, c'est un sujet qui touche souvent à quelque chose de très intime en nous. Voilà, ça peut vite devenir un peu polémique, on peut vite se sentir, je sais pas, jugé par rapport à son alimentation. Oh là là, voilà, je mange pas comme il faut, etc. C'est très intime, très personnel. Donc, moi, j'ai des leçons à donner à personne. Chacun expérimente avec son alimentation comme il veut, comme il peut. Et voilà, bon, je suis pas du tout là pour prescrire quoi que ce soit. Et évidemment, avant de passer à un régime totalement différent, enfin prendre des décisions radicales sur un régime alimentaire, il faut bah, peut-être consulter un médecin. Si vous voulez commencer l'alimentation ayurvédique, bah, le mieux c'est de voir un médecin spécialiste en ayurveda qui va vous conseiller, etc. Enfin voilà, moi je donne des informations, mais je ne suis absolument pas voilà, prescriptive. Enfin, je ne veux pas vous donner de choses très précises à faire, c'est des cas individuels, et là, je vais vous donner des informations très générales, quoi. Euh, Par contre, un truc que je peux peut-être dire, c'est, je pense que c'est assez important de se fixer des règles personnelles justement quand on veut changer d'alimentation dès le départ. C'est un peu comme, enfin souvent on dit dans un couple au début, essayer de se dire très clairement, voilà, comment on veut fonctionner, on discute un peu ouvert sur les règles qu'on veut se fixer dans le couple pour savoir jusqu'où on peut aller. Il y a des gens qui vont être plus permissifs que d'autres. Et ben avec son alimentation, je pense que c'est pareil, c'est bien assez rapidement de se donner des règles à soi-même. On est son propre voilà, régulateur pour savoir jusqu'où on peut aller. Moi, par exemple, donc, dans mon régime végétarien que j'ai choisi, je me suis fixé 2 règles assez rapidement. La première, c'est de dire si je suis capable de moi-même tuer l'animal, préparer la chair, enfin vraiment être assumer jusqu'au bout cette consommation de viande, je peux en manger de la viande. Et la deuxième autorisation que je me donne, c'est dans le cas précis où j'ai l'occasion de goûter vraiment un plat voilà, typique d'un pays, j'aurai plus jamais l'occasion de le goûter plus tard. Voilà, c'est dans cette occasion-là, je peux quand même faire un écart parce que voilà, c'est un peu bête au niveau voilà,
culturel de passer à côté de quelque chose, juste parce que je suis végétarienne. Donc pour l'instant, j'ai cette règle. Peut-être que plus tard, j'en changerai, mais voilà, pour l'instant, j'ai cette règle qui me permet de faire des choix, en fait, quand, je suis confrontée à des nouvelles situations, de me dire: «Ah oui, mais là, comment je fais?» Bon, bah, j'ai ma règle qui me permet de faire un écart tout en restant, voilà, dans mon régime, de me dire: «Non, mais c'était prévu», voilà. Donc c'est bien d'y réfléchir à l'avance et de se dire: «Tiens, ça, est-ce que je fais? Je fais pas». Alors, pour revenir donc sur, l'alimentation yogique qui est dite lacto-végétarienne. Donc, lacto, ça se réfère à tout ce qui est produits laitiers. Donc effectivement, traditionnellement, les produits laitiers sont inclus dans le régime yogique. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, aujourd'hui, notre production à grande échelle de produits laitiers, voilà, c'est que ça comment dire? Ça inclut, dans les produits laitiers beaucoup de choses qu'il y avait pas à la base, des résidus on retrouve des résidus d'antibiotiques, des hormones, enfin plein de choses, mauvaises à la santé qui peuvent créer des allergies, qui peuvent, voilà, c'est pas juste, du lait, pur, enfin d'animal, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le lait qui n'est pas du tout naturel et assez, qui peut être dangereux pour la santé. Donc et puis bien sûr, le mode de production à grande échelle participe à la souffrance animale, à l'exploitation animale puisque voilà, on n'est pas sur, une petite consommation de lait. Le lait est vraiment partout donc ça demande une grande, grande production et dans ces conditions-là, il est impossible de produire sans avoir une souffrance animale. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire que le régime, yogique moderne aura tendance à limiter, voire supprimer le lait. Mais voilà, encore une fois, c'est à chacun de décider de ce qu'il fait. Mais je pense que c'est quand même bien de le préciser, parce que ça peut paraître un peu bizarre de parler du régime yogique et de dire oui, bien sûr, voilà, le lait, les produits laitiers, c'est autorisé. Dans la tradition, oui, mais aujourd'hui, il faut quand même être capable de s'adapter à la modernité et de réfléchir, quoi. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose, lié à justement la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, avant de décrire vraiment, plus en détail le régime, d'alimentation yogique. Pourquoi? Parce que, on donc le régime yogique se justifie, on va dire, totalement, pour des tas de raisons éthiques, heu, nutritives, enfin il y a plein un côté, très, scientifique moderne qui justifie ce régime. Mais il y a aussi quelque chose qui est hérité de la médecine traditionnelle, indienne, donc l'Ayurveda. Donc il faut simplement faire une toute petite introduction, de certaines notions d'Ayurveda pour bien comprendre. Hem, donc en Ayurveda, on va classer, toutes choses de ce monde selon 3 qualités qu'on appelle les gunas. Donc ça peut être, ça concerne l'alimentation, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, l'environnement, ça peut être l'être humain. Chaque homme, chaque femme possède un niveau variable de chacune de ces gunas, et on a besoin d'une alimentation plus ou moins concentrée dans, chacune d'entre elles, telle ou telle qualité, selon notre constitution, à nous. Et ça marche dans l'autre sens. Si on veut, favoriser, augmenter une qualité, chez soi, on va essayer d'augmenter notre apport dans les aliments qui possèdent fortement cette qualité. Donc je m'explique. Il y a 3 gunas. Donc, la première, donc je vais parler de la nourriture. Donc il y a la nourriture sattvique qui vient de sattva, qui signifie en fait la pureté. Donc la nourriture sattvique, ça va être une nourriture «pure» entre guillemets, enfin qui augmente la vitalité, l'énergie, la vigueur, la santé, on dit qu'elle apporte de la joie, elle est saine, elle est agréable, donc bon, ça donne plutôt envie. Elle permet d'assurer au corps une endurance, elle aide à éliminer la fatigue, elle aide le mental aussi à être plus paisible. Enfin voilà, c'est quelque chose de ça va être une alimentation, une nourriture à laquelle on attribue plus que des qualités nutritives, on lui attribue aussi des qualités pour le mental, et qui aident finalement, à la méditation, à la pratique du yoga, enfin c'est un ensemble. Et donc, je vous disais tout à l'heure, le sattvique, enfin toutes les 3 gunas, on peut les utiliser pour parler d'autre chose que la nourriture. On peut dire par exemple un lieu sattvique, ça va être un lieu, bien rangé, où il y a rien qui traîne, c'est propre, c'est aéré, voilà. Donc là, c'est pareil, un lieu sattvique va aider le mental à se concentrer, à pas se distraire. C'est pour ça que, par exemple, à l'ashram, on rangeait bien notre lieu de pratique, du yoga, enfin des postures, parce que ça si c'est le bazar, voilà, on a aussi, des dispositions mentales différentes, quoi. Donc, encore un petit peu de détails sur la nourriture sattvique, elle va être assez peu préparée, plutôt
voilà, pas trop cuite, on va essayer d'utiliser de la nourriture fraîche, qui n'a pas été, cueillie, surgelée, décongelée, 20 fois. De préférence bien sûr biologique, on va essayer de bah, du coup favoriser le local, éviter les pesticides, toutes ces choses-là. On évite également de réchauffer des restes, de voilà, encore une fois, congeler, décongeler. Ça tue en fait, les constituants, qui sont dans la nourriture et qui assurent, un apport, de toutes les propriétés dont on vient de parler quoi, la vitalité, l'énergie, on considère en quelque sorte que c'est une nourriture congelée, décongelée, ça va être ou les restes, ça va être une nourriture, «morte» entre guillemets quoi, qui s'éloigne de la vitalité, d'origine des aliments. Donc concrètement, on va, manger beaucoup de céréales complètes, des légumes, et des fruits frais, des noix, des légumineuses. Voilà, principalement la nourriture, sattvique, ça va être ça. Donc ensuite la deuxième e gunas qu'on définit donc en ayurveda, ça va être le rajas, donc la nourriture rajasique, on va dire. Donc ça, c'est plus, ce qui est l'énergie, l'excitation. Donc c'est des aliments qui vont exciter le corps et le mental. Donc ça va être des épices trop fortes, des excitants de toutes sortes, donc le café, le thé noir, le tabac, les drogues bien sûr, et ça va aller jusqu'aux plats préparés, les plats réchauffés, les aliments trop assaisonnés en général, trop sucrés, trop salés, trop épicés. Ça va être aussi les aliments qui ont, beaucoup de sucre blanc raffiné, qui est vraiment réputé pour exciter, voilà, le mental, et le corps aussi, qui provoque une forte addiction en plus. Donc voilà, tout ce qui est rajasique, ça va être ça, l'énergie, une excitation, quelque chose de trop, quoi. Et une personne rajasique, ça va être ça, quelqu'un qui est très expansif, qui va se faire remarquer, qui va être voilà, très nerveux, donc voilà, tout est un peu en lien, quoi, la personnalité, le type d'aliment qu'on va préférer. Et enfin, donc on a le tamas, l'inertie, c'est tout ce qui est lié à l'inertie, donc on va dire la nourriture tamasique. Et donc là, ça va être tout ce qui abaisse un petit peu le mental, qui rend, on dit ça, enfin ça peut rendre malheureux, c'est des nourritures un peu tristes, un peu, trop, conservées trop longtemps, la limite du pourrissement quoi, enfin c'est là, il y a vraiment plus rien, il y a plus d'énergie, hem donc là, on inclut, bon, bah, la viande, le poisson, l'alcool, encore les drogues comme le cannabis, voilà, une nourriture trop vieille, les fruits trop mûrs, des aliments trop cuisinés, f la friture, tout ce qui est passé au barbecue et cetera. Donc ça, voilà, ça va être des aliments qui vont alourdir le corps, alourdir l'esprit, hem, voilà. Donc bon, c'est vraiment la partie un peu, peut-être, nouvelle et on a peut-être du mal à comprendre au début, voilà, le rapport entre le mental, la nourriture. Hem, les yogis vont dire qu'en fait, on mange dans la nourriture, le plus gros de la nourriture, la partie grossière de la nourriture, ça va être ce qui va constituer notre corps et la partie subtile de la nourriture, c'est ce qui va constituer notre mental. Si on peut essayer de, voilà, faire une correspondance pour que ce soit plus clair. Donc voilà, on fait un lien entre ce qu'on mange et ce qu'on va avoir après, au niveau du mental. Et finalement, ça peut rejoindre ce qu'on a découvert, il y a pas très longtemps, par rapport au savoir, yogique, qui est, plusieurs fois millénaire. Là, la science, moderne a découvert il y a pas si longtemps le lien entre, voilà, les intestins, la partie digestive du corps et le cerveau finalement qui sont, assez liés. On ne sait pas trop, si, voilà, le cerveau a une influence sur, les intestins ou si, les intestins ont une influence sur le cerveau. Voilà, on appelle maintenant notre ventre finalement, notre deuxième cerveau. Il y a vraiment quand même un lien entre les 2. On a tellement de bactéries, on a tellement de vivants en fait au niveau de notre intestin que cet ensemble, voilà, c'est ce microbiote qui se situe au niveau de notre ventre, a vraiment une influence en fait sur notre humeur, sur, nos hormones, sur le système nerveux. Enfin, c'est quand même, un lieu très, très important, pour le mental, en fait. Alors, on va comprendre finalement, en détaillant un petit peu ce régime yogique, que certaines restrictions, et certains conseils sont, bien sûr donc d'ordre, biologique, sanitaire, mais aussi, éthiques, moraux pour aider en fait, le pratiquant dans sa pratique, dans son évolution spirituelle. Donc bien sûr, ce ne sont pas des prescriptions, mais des conseils. On ne va pas les appliquer sans réfléchir, encore une fois, et il est toujours bon de consulter un spécialiste, lorsqu'on a des problèmes, ou pas même avant de changer un régime alimentaire de façon substantielle. On va quand même, c'est mieux de consulter.
Et puis voilà, si vous avez un souci comme du diabète ou des choses comme ça, c'est quand même mieux de consulter. Et je reviens sur la consultation aussi d'un médecin ayurvédique. C'est utile parce que, voilà, maintenant qu'on a détaillé les 3 gunas, en fait, un médecin ayurvédique va permettre d'évaluer votre constitution et de vous dire quel type de gunas vous caractérise le plus. Si vous êtes quelqu'un de plutôt tamasique, de plutôt lourd, de plutôt mou, entre guillemets, hein, ou de plutôt rajasique, quelqu'un de très énergique, ou qui va vous dire, voilà, vous avez plutôt besoin, enfin, de tel type de nourriture. Et puis il va pouvoir déterminer que pour tel type de personnalité, si vous mangez trop d'aliments crus, par exemple, vous n'avez pas un feu intestinal suffisant pour bien digérer beaucoup d'aliments crus. Donc il va vous conseiller de manger plutôt chaud. Ou pour certaines personnes qui ont une bonne digestion, ok, les aliments crus, ça passe beaucoup mieux, donc vous pouvez y aller. Donc voilà, c'est quand même bien pour avoir des conseils un petit peu plus personnalisés de consulter. Alors, maintenant, il faut que je vous parle des raisons en fait que vont donner les yogis pour adopter ce régime végétarien, donc lacto-végétarien. Alors finalement, il n'y a rien de très original et c'est rigolo de voir que déjà les yogis depuis des siècles en fait donnent des raisons qu'on retrouve aujourd'hui dans voilà, les conseils qu'on donne actuellement pour non pas les conseils, non, vraiment les raisons pour devenir végétarien. Donc on retrouve des raisons de santé, puisque finalement en consommant de la viande, en consommant du poisson, on va favoriser le cholestérol qui va développer, qui fait qu'on développe des maladies comme la tension artérielle. On peut avoir une forte concentration en acide urique et ça va saturer les reins. Bien sûr, la viande, etc. Enfin, ça nous fait engranger des graisses qui vont développer peut-être une obésité. Il y a des pesticides dans la viande, il y a des antibiotiques encore une fois, donc ça peut favoriser de la résistance au traitement antibiotique. Il y a des hormones qui favorisent certains types de cancers. Donc voilà, tout ce qu'on sait nous en fait aujourd'hui avec la science moderne, c'était déjà pas mal connu par les yogis. Bien sûr, hein, à l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, le problème ne se posait pas, mais quand même, il y a ce lien fait depuis très très tôt entre la viande, la consommation de chair animale et la santé. Bien sûr, on cite aussi des raisons économiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours pro-végétarien, hein, disons-le. Donc, on sait que voilà, la quantité de végétaux qui est nécessaire pour élever des animaux qu'on va manger par la suite est absolument démentielle, sans compter bien sûr le besoin en eau. Donc, on sait que voilà, on pourrait nourrir énormément d'humains juste avec les végétaux qu'on cultive pour nourrir les animaux, pour ensuite nourrir peu d'humains finalement. Donc au niveau macroéconomique, ça fait sens pour sauver les plantes et sauver les humains, autant devenir végétarien, quoi. Et donc les raisons environnementales sont aussi présentes, bien entendu, hein. On sait que la production de viande, c'est l'industrie la plus polluante au monde, donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tout ça est très connu. Ensuite, donc au niveau éthique, là, il y a un lien assez fort avec la tradition indienne de ce qu'on appelle le ahimsa, je ne sais pas si je le prononce bien, ahimsa, c'est la non-violence. Donc ça, justement, Gandhi l'a beaucoup développé après dans ses écrits. Il en a fait vraiment son cheval de bataille, quoi, sa manière de combattre. Et en fait, voilà, les yogis disent qu'on enfreint finalement ce principe de non-violence dès l'élevage, hein, où on maintient les animaux dans un état de non-vie, de captivité pour notre consommation. Et bien sûr, après, ce principe de non-violence est totalement enfreint dans les abattoirs, voilà. Dans la production de viande, il y a forcément de la violence et on considère qu'elle a forcément une conséquence sur le mental de la personne qui va consommer cette viande. Encore une fois, voilà, les yogis pensent que nous sommes ce que nous mangeons, au niveau biologique, certes, mais aussi au niveau mental. Voilà, notre alimentation a une influence sur la qualité du mental. Alors du coup, pour terminer, simplement quelques petits conseils que j'ai pu glaner ici et là dans mes relectures d'ouvrages, voilà, en feuilletant un petit peu pour préparer ce podcast.
Il y a quelque chose qui est quand même souvent conseillé, même, par plein d'autres personnes, mais, le fait de manger modérément, de ne pas aller jusqu'au bout de sa faim, de voilà, pas se gaver en fait, enfin se gaver. En fait, il y a quelque chose au niveau physiologique qui a été, découvert, c'est que c'est normal en fait de ne pas ressentir le sentiment de satiété, donc le sentiment d'avoir assez mangé. Ce sentiment-là, il se déclenche peut-être 20 minutes après, la fin du repas. Parce que en fait, le temps que notre, estomac, assimile le fait qu'OK, on a mangé et envoie l'information au cerveau pour dire: «Stop, voilà, tu peux arrêter d'envoyer le message, on a faim». Il y a un temps, il y a un délai. Donc en fait, il faut soi-même se dire: «Bon, voilà, là, j'ai encore faim finalement à la fin du repas, mais c'est normal» et le sentiment de satiété va venir un peu après. Et il y a, on cite souvent un proverbe japonais, enfin, j'ai pas le nom, le proverbe exact, mais on dit, voilà, il faut toujours quitter la table en ayant une petite faim, quoi. C'est cette idée que, voilà, il y a un décalage. Pour revenir sur les différentes gunas et puis cette idée qu'on pourrait se dire: «Ah bah, voilà, je vais manger, d'un seul coup que des aliments sattviques», si vous êtes très, très motivé, de vous dire: «Voilà, je vais avoir une alimentation pure, pour élever mon mental et puis atteindre la réalisation». Alors c'est une bonne idée, simplement, un petit conseil qu'on peut donner quand même, c'est peut-être pas y aller trop d'un coup, il est plutôt recommandé pour aider le mental à y aller doucement parce que voilà, ça peut paraître évident, mais c'est quand même bien de le rappeler. Enfin, si on change son alimentation d'un coup, voilà, on change du tout au tout, ça va être compliqué de pas avoir des moments de craquage, quoi. Il vaut mieux y aller doucement et puis augmenter progressivement, les légumes, et puis petit à petit apprendre des recettes, enfin parce que ça peut être très compliqué quoi, la première semaine, de changer toutes ces recettes. On a nos petites habitudes quand même, faut bien le dire, donc voilà, tout changer en très peu de temps, ça il y a des chances pour que vous teniez pas très longtemps quoi, donc je pense qu'il vaut mieux y aller, plus progressivement et puis s'autoriser de temps en temps à se faire un repas, à l'ancienne, pizza, glace, et puis, voilà, soda quoi, enfin pour, être dans le cliché, mais voilà, c'est pas grave, il faut pas s'auto-flageller, il faut pas se dire: «Ouais, ça y est, je suis nul, j'ai tout raté». C'est voilà, le mental est quelque chose d'un peu complexe, si on reprend petit à petit le pouvoir sur son mental, il faut accepter que de temps en temps, ça va pas être, voilà, on n'est pas capable de se contrôler à 100. Et puis ça viendra petit à petit et on va comprendre finalement, progressivement que, justement tiens, telle chose, j'en ai plus envie. Enfin voilà, on va plutôt se surprendre en y allant doucement, de se dire: «Bah, telle chose, naturellement, j'ai plus envie d'en consommer» ou «Telle chose, naturellement, j'ai envie d'en consommer». Moi, par exemple, il m'arrive à la fin d'une séance de yoga de me dire: «Ah bah, en fait, là, j'ai vraiment juste envie de quelque chose de léger, je vais me faire du quinoa, je vais me faire» enfin voilà, j'ai pas alors que je viens de faire un effort un peu, physique, je vais avoir justement envie de continuer dans cette, dynamique, de rester légère, de rester souple, de pas m'alourdir et bah, de consommer des aliments légers qui vont me garder dans cet état d'esprit aussi. Donc voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la conscience à développer par rapport à son alimentation, d'écouter notre intuition, d'écouter notre corps. Des fois, il nous donne des messages qui sont intéressants, dans un sens comme dans l'autre, quoi. C'est-à-dire écouter les messages de: «Là, ce soir, j'ai juste envie d'un truc bien, un peu lourd, un peu pour me réconforter, j'ai passé une mauvaise journée, donc faut peut-être pas toujours aller à l'encontre de ce mental-là, mais aussi être à l'écoute quand il nous dit: «Bah là, tu sais quoi? Fais un peu attention, j'ai juste envie de rester, léger, de rester bien, de pas, avoir une digestion compliquée», voilà. Donc c'est assez, une bonne expérimentation à avoir de développer cette intuition finalement de ce qui est bon pour nous. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de développer la conscience, par rapport à notre nourriture, dans l'acte de manger aussi. Alors ça, on nous le dit, très souvent, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont je fais partie, qui mangent en regardant, YouTube, enfin en regardant des vidéos sur internet, en écoutant des podcasts, en voilà, en faisant autre chose. De toute façon, voilà, aujourd'hui, on fait souvent 2 choses en même temps, quoi. On écoute, quelque chose tout en travaillant, voilà. On est rarement dans une seule chose et ça peut être bien d'expérimenter de temps en temps, de manger et de ne rien faire en mangeant. Ça, c'est assez incroyable. On va se concentrer sur le goût, sur la texture, voilà, on est content de manger ce qu'on a préparé soi-même et on peut même, au-delà, expérimenter le silence pour les personnes qui, voilà, sont en famille ou le midi qui mangent avec des collègues. Peut-être, voilà, proposer aux gens de faire un silence ou sinon de s'isoler, de manger tout seul. Pour expérimenter ça, alors, c'est vrai qu'en France, on a vraiment une culture,
le repas, c'est le moment de convivialité, et cetera, donc c'est assez difficile à faire, j'en ai bien conscience, mais une fois de temps en temps, ça peut être vraiment intéressant, à tester, de vraiment pas parler, pendant qu'on mange. On a une toute autre relation, à son repas. Alors, dernière petite chose, que je pouvais dire. Ah oui, bah, finalement, l'effet qui se coule, si on peut dire, enfin, le petit bonus qu'on peut trouver à reprendre un peu le contrôle de son alimentation, c'est ça aussi au niveau psychologique, d'avoir un sentiment un peu de puissance. Moi, je trouve que ça fait partie des bonus, c'est de se dire, voilà, je suis pas l'esclave de mon mental, je suis pas l'esclave de mon corps qui m'appelle, qui me demande du sucre, qui me demande du lourd, qui me demande du gras. J'arrive à aussi euh, voilà, donner à mon corps des aliments que j'estime, moi, consciemment, bons pour lui, quoi. Et c'est difficile parfois parce qu'on a vraiment certaines addictions. Voilà, en ce moment, je suis en plein dans je me rends compte vraiment à quel point j'ai une addiction ancrée au sucre, parce que justement, je suis en train de le réduire. J'ai plus de sucre en poudre, j'essaie de supprimer voilà, les desserts, les gâteaux, les choses comme ça. Et je passe maintenant à l'étape de suppression des glucides dans l'alimentation un peu plus les sucres cachés en fait dans le pain. Moi, j'essaie d'arrêter le pain, bon, c'est très difficile. Les pâtes, enfin voilà, le riz blanc, enfin tout ce qui contient encore des glucides complexes. Et en fait là, mon corps il se rebelle quoi, il m'envoie des messages de on a envie de manger sucré quoi. Et c'est dur, hein, mais voilà, de le sentir déjà, cet appel du sucre, d'en avoir conscience, c'est quand même assez intéressant, de pas juste sauter sur les premiers gâteaux qui passent et puis pas réfléchir et juste satisfaire cette envie directement, de prendre 10 minutes pour se dire waouh, j'ai vraiment conscience de cette envie qui monte là, et puis peut-être juste au bout de 10 minutes d'avoir réussi à la faire passer et de passer à autre chose et de manger autre chose de plus sain, c'est une vraie satisfaction de dépasser cette pulsion quoi. Voilà, bon, ce que j'avais noté pour cet épisode d'introduction à l'alimentation yogique. Euh, je vais terminer le podcast par pareil, des petites rubriques de fin que j'ai eu envie d'introduire. Alors, la première, c'est le mot du maître de la semaine. Donc, je trouve ça intéressant de terminer par un petit mot d'un maître yogi qui va nous inspirer, qui va voilà, faire peut-être un petit résumé aussi de ce que moi j'ai tenté de dire avec mes moyens. Donc là, c'est un extrait en fait d'un livre de Swami Shivananda, dont j'ai déjà parlé lors du premier épisode. Euh, et le livre, en fait, c'est Félicité divine, Divine Bliss en anglais. Et c'est un livre en fait qui est vraiment super. Enfin, moi j'adore l'ouvrir. On peut en fait le lire pas du tout dans l'ordre parce que c'est des petits chapitres qui vont parler de trucs en particulier. Donc là, en fait, ça tombait très bien. Il y a un chapitre sur le végétarisme, donc j'étais très contente. Et donc là, en fait, je vais vous lire la fin de ce petit chapitre sur le végétarisme où il nous dit, donc je commence la citation. Quand l'homme abandonnera les aliments carnés et prendra sa nourriture directement de la main de la nature, se nourrissant de fruits bien mûrs, de céréales, de noix, de légumes, de miel, de fromage et de lait, beaucoup de maladies disparaîtront. Les gens auront davantage d'endurance et de longévité. Ce qu'il faut, c'est un régime équilibré et non un régime riche. Un régime riche produit des maladies du foie, des reins et du pancréas. Un régime équilibré aide l'homme à grandir, à produire davantage de travail. Il maintient son poids, son efficacité, sa résistance et lui donne un haut niveau de vitalité. Ceux qui sont esclaves de l'habitude de manger de la chair animale ont beaucoup de mal à abandonner le régime carné, car ils sont devenus des mangeurs de viande invétérés et essaient de justifier leur habitude par divers arguments et statistiques. On ne peut pas changer leurs habitudes par des arguments et des disputes. À la longue, c'est le pouvoir d'un exemple personnel qui a un effet marquant sur les gens autour de vous. Fin de citation. Donc, voilà, c'est une bonne manière, je pense, d'encourager les personnes à se lancer et d'être un exemple pour son entourage, plus que voilà, essayer de convaincre les gens. Donc, du coup, ce que je n'essaie pas de faire via ce podcast, évidemment, je ne veux convaincre personne. C'est faux, sinon je n'en aurais pas parlé. Mais bon, après, voilà, encore une fois, quoi, chacun fait ce qu'il veut et je ne suis pas du tout là pour juger. C'était bon, juste pour parler de ce sujet-là, parce que c'est quand même effectivement me présenter actuellement comme un vrai levier d'action pour aider voilà, à maintenir notre planète dans un état pas trop dramatique.
Oui, je vais pas nier qu'il y a une implication un petit peu, personnelle dans cette thématique que j'ai choisie cette semaine. Mais voilà, il y a pas de moralisation, quoi. Si vous êtes au début de cette prise de conscience, c'est sûr que enfin, c'est quelque chose qui se fait progressivement, hein. Moi, il m'a fallu quand même plusieurs années pour vraiment arrêter la viande et encore une fois, quoi, le mental, résiste, à un changement trop brutal, d'alimentation, donc il vaut mieux y aller doucement. Mais il vaut mieux y aller doucement que ne pas y aller du tout, je pense. Voilà, alors je voulais aussi terminer par une petite rubrique, donc il y a la question de la semaine. Donc je vous invite à m'envoyer vos questions si vous en avez sur, le yoga, sur, l'épisode que vous venez d'écouter, sur d'autres choses, à l'adresse que j'avais donnée, la dernière fois qui est, hathayoga.chloé@gmail.com. Donc c'est hatha, H-A-T-H-A, yoga, Y-O-G-A, point Chloé, C-H-L-O-E, @gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Et donc là, j'ai en fait utilisé une question qui m'a été envoyée par une amie il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle voulait s'acheter un tapis de yoga, elle voulait s'y mettre, donc elle me demandait conseil. Et bon, en fait, il y a plein de choses, plein de variables, hein, dans un tapis de yoga. Il y a l'épaisseur, il y a la taille, si on est plus ou moins grand apparemment, il y a des tailles différentes. Il y a des matières différentes, bien sûr, je ne peux que vous encourager à choisir des marques, éthiques, qui vont utiliser des matériaux, voilà, plus ou moins naturels, mais on essaie de tendre bien sûr vers le naturel. Par contre, le conseil vraiment que j'ai pu donner, je pense, de plus utile à ce niveau-là, parce que je m'en suis rendu compte moi, avec mon premier tapis et en transitionnant vers mon deuxième tapis, j'ai vraiment vu la différence. Il faut que, enfin, selon moi, la matière en fait qui va être en contact avec le sol, adhère un peu avec le sol. Parce que si vous voulez, mon premier tapis, moi, c'était un tapis un peu, voilà, de base, que, j'avais eu, à Decathlon, et qui était plutôt joli, mais qui avait pas de matière un peu adhérente au sol et en fait, ça glissait quand on fait certaines postures, on glisse entre le sol et le tapis, quoi. Le tapis, bouge, et c'est un peu désagréable, c'est un peu, voilà, c'est pas très pratique. Donc tâter, le matériau qui va être en contact avec le sol. Il faut qu'il y ait ce côté un petit peu, voilà, adhérent, un peu, qui où vous passez la main dessus et votre main elle glisse pas, quoi, elle bouge pas. Voilà, ça peut être, peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner. Voilà, donc c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu, voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, sur l'adresse mail. Donc voilà, vous retrouverez l'adresse mail, dans la description du podcast. Je mets aussi les liens vers, les livres, vers, les choses dont j'ai parlé en début de podcast, pour que vous puissiez regarder un petit peu. N'hésitez pas encore une fois à parler un petit peu de ce podcast autour de vous, s'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Et puis, voilà, donc je vous dis, à une prochaine pour un nouvel épisode. Bye!